Une question, un mot donc. Un sport. Le foot. Un sportif. Messi. Une sportive. Williams. Serena. Ouais. Un club. Barcelone. Une association. ASAP 31. Un modèle. Anelka. Un artiste. Michael Jackson. Une valeur. Le respect. Un plat. La quiche à ma mère. Une passion. Le foot. Une qualité. Gentillesse. Un défaut. Gentillesse. Un rêve. Champions League. Une citation. J'ai un avenir et je ne laisserai personne se mettre en travers. Ok. Une question, une année. Naissance. Ça peut être n'importe qui. Toi. 84. 84, c'est qui? C'est moi. Ok. Où? Nogent-sur-Marne. Val-de-Marne. Val-de-Marne. Ok. Date de ton premier sport. L'année de ton premier sport. 89. Tennis. Ah ouais? Un petit peu plus, tu nous en parles? Bah, c'était à l'époque Yannick Noah, tout ça. Mon père, il était un peu dans le délire. Et il rêvait de nous voir faire, soit moi, soit mes frères, une carrière en tennis. Et il nous a inscrits au tennis. D'accord. Bon souvenir? Ouais, bon souvenir. J'en ai fait pendant 5 ans. Et ensuite, quand j'ai commencé le football, il a fallu choisir entre les deux parce que financièrement, ça commençait à devenir compliqué. Et j'ai choisi le foot. Ok. Année d'un exploit sportif? 2000. L'Euro 2000. L'Euro 2000? Ouais. France? France. Très égay. Très... Je pense que derrière mon écran, c'est ma plus grosse émotion que j'ai connue. D'accord. Et donc, pas derrière l'écran? Pas derrière l'écran. J'irai mon premier but quand je suis à Beveren. Beveren? Ouais. En fait, c'est le premier match à domicile. Un partout. 93e minute. Et je mets un ciseau, on gagne 2-1. Ok. Et bon souvenir, bonne émotion. C'était une bonne soirée, je me rappelle. Ok. Plus mauvais moment dans le sport? L'année? 2011, ma blessure. Blessure? Ouais. Où? Genou. 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 Décembre 2011. Ouais. D'accord. Meilleur moment? Du coup, exploit, meilleur moment? Meilleur moment, je dirais mois de mai 2012. On monte en Ligue 1. Avec Beveren toujours. Beveren? Je me suis blessé au milieu de saison, mais ils ont continué à bien prester et on est monté à la fin de saison. D'accord. Et même si j'ai pas joué, je considère que j'y ai participé et je célébrais comme tous les autres. Ok, donc bon moment quoi. Bon moment. Ok. On prend le temps. Question ouverte. T'as tout le temps. Ok. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours rapidement? Enfin rapidement. Présenter ton parcours. J'ai commencé le foot à 8 ans, Neuilly-sur-Marne. J'ai 3 ans. Ensuite, je suis parti au Péreux. J'ai joué au Péreux 4 ans. Ensuite, Villemomble pendant 7 ans. Une année à l'US Léquin en CFA. Et ensuite, je suis parti à l'étranger en Belgique, où je suis resté pendant 5 ans. 2 ans à KFC Dessel en 3e division. Ensuite, une saison à KV Tournaute en D2. Et ensuite, 2 saisons à Westland Beveren. Une saison en D2 et une en D1. D'accord.
Donc le palmarès sportif, Palmarès, avec le Perreux, j'ai gagné la Coupe du Val-de-Marne en 15 ans. Et en senior, on a gagné le tour final de D2. Parce qu'en Belgique, c'est un peu spécial. Il y a un système de play-off vas-y, en fin de raconte. saison entre le deuxième, le troisième, le quatrième et l'avant-dernier de Ligue 1. Un petit tournoi à 4 équipes. Et à la fin, le champion, il monte en D1. D'accord. Ouais. Ok, donc l'espoir. On a gagné ça, c'est via les playoffs qu'on est monté en D1 en fait. Il y D'accord. a une place, le premier, champion directement, Mhm. et ensuite il y a les playoffs. Ok. L'émotion par rapport à ça? Ouais, c'est clair que quand tu arrives aux playoffs, ça n'a rien à voir avec le championnat. Le championnat, il y a des matchs où il y a beaucoup de monde, parfois un peu de monde. Les playoffs, c'est vraiment le stade, il est plein à chaque fois. Tous les matchs sont importants. C'est appréciable à jouer. C'est différent du championnat. T'as pas le droit, t'as pas de marge d'erreur. Championnat, tu peux perdre et te rattraper le week-end d'après. Là, si tu perds, tu te mets tout de suite en difficulté. Donc il faut essayer de gagner un maximum de matchs. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler des dérives du sport auxquelles tu as pu être confronté? Si déjà tu as été confronté par rapport à ça, et qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Euh, En fait, les dérives, elles sont plus dans le côté extra-sportif. Tout ce qui concerne les transactions financières, les transferts, les agents, c'est là qu'il y a beaucoup de... J'aime pas ce mot-là, mais c'est là où il y a beaucoup de magouilles. Des agents véreux qui te racontent des bobards pour que tu signes avec eux. Ils te font croire monts et merveilles que tu signeras à l'Inter de Milan ou au Real Madrid. Et en fin de compte, tu te retrouves sans rien. Et ces gens-là, ils sont là uniquement pour prendre des sous sur ton dos, quoi. D'accord. Mais sinon, en général, sur le côté purement sportif, en général, ça se passe bien. D'accord. C'est surtout sur le côté extra-sportif qu'il y a pas mal de dérives. D'accord. Et du coup, toi, comment t'as géré ça? Moi, quand je suis arrivé dans le monde professionnel, c'est-à-dire, je considère mon professionnel, quand j'ai commencé à manger, à vivre de ça, j'avais déjà 23 ans, donc j'avais déjà une certaine maturité. C'est pas comme les jeunes qu'on va voir en centre de formation, qui ont 15, 16 ans, à qui on peut raconter tout et n'importe quoi. Moi, j'avais déjà une certaine maturité. J'avais déjà des amis qui étaient pros, qui m'ont expliqué un peu, donc ça va, j'ai pas eu trop de choix compliqués à faire. Je me suis toujours simplifié les choses en travaillant avec des personnes correctes et sans changer trop souvent. D'accord. Est-ce que tu penses que l'environnement du sportif il est important? Oui, il est très important. Il est très important. Aussi important que les coéquipiers sur le terrain. Puisque une fois que tu sors du terrain, c'est ton environnement, tes coéquipiers. C'est-à-dire ta famille, ta copine, les gens avec qui tu sors, tes fréquentations. Et c'est ces gens-là qui peuvent soit te tirer vers le haut ou te tirer vers le bas. D'accord. Un mot sur le dopage? Un mot sur le dopage. Euh, Quand je suis arrivé en Belgique, et même en France à partir de CFA, il y a certains matchs, il y a 3 noms tirés au sort. Et après le match, tu dois aller te soumettre au test de doping. Mais moi, personnellement, j'ai jamais utilisé de choses interdites ou quoi. Donc, quand mon nom il sortait, moi, j'y allais sans pression. Mais comment dire, tu peux faire 1, 2 saisons sans que ton nom ne soit jamais tiré, par exemple. D'accord. Donc cette variation un peu inciter certains à se dire oui, de toute façon, les contrôles c'est vraiment rare, donc je peux faire ci, je peux faire ça, je me ferai jamais choper. Après, je pense qu'arriver à un certain niveau, les contrôles ils sont un peu plus réguliers. Mais au niveau où j'ai joué, moi, c'était assez large dans les contrôles. Ouais. Moi, par exemple, dans ma vie, j'ai dû me faire contrôler, allez, 3 fois. 3 fois sur à peu près 150 matchs pro. Donc D'accord. c'est une fois tous les 50 matchs, quoi. D'accord. Ok. Quelles ont été et quelles sont tes motivations qui t'ont poussé à devenir sportif? C'est
compliqué à répondre ça. Mais déjà, depuis tout petit, j'ai toujours aimé jouer, au foot avec les copains. Et petit à petit, que tu montes de niveau et on te dit que tu es bon, que tu joues dans diverses sélections, tu sens que tu peux creuser ton trou dans le sport. Là, après, ça devient un objectif parce qu'après, comment dire, tu sais, on va pas se mentir, on sait plus ou moins les salaires. On sait plus ou moins les salaires que les joueurs professionnels touchent. On connaît les cadres de vie. C'est des choses qui sont pas négligées. Mais ouais, déjà, il faut la passion. Il faut la passion, il faut la détermination. Moi, c'est je dirais vers l'adolescence que j'ai compris que je pourrais faire quelque chose dans le foot. Vers l'adolescence, j'ai compris que je pouvais faire quelque chose dans le foot. Mais mes parents plutôt, enfin mes parents, mon père, il était très axé sur l'école et pour lui, c'était l'école qui primait avant tout. Et ça m'a peut-être ralenti à un moment donné de ma carrière, je pense. Mais au final, c'est pas plus mal parce que je sais que demain, ça va s'arrêter forcément. Et j'ai des diplômes, je peux aller travailler comme monsieur tout le monde. D'accord. Je vais revenir sur deux choses que tu as dit. Ouais. Tu as parlé de l'aspect financier du sportif. Est-ce que tu peux nous en parler? Quel rapport tu avais par rapport justement à cet argent-là? Est-ce que tu as un recul après? J'essaie d'être clair. C'est une motivation certaine, mais est-ce que c'est aussi gros niveau financier qu'on peut l'imaginer? Est-ce que tout le monde touche des sommes exorbitantes par rapport à ça? Et comment tu as géré cet aspect financier? Ouais, bah, d'abord, c'est pas du tout ce que les gens pensent. Parce qu'en fait, les gens, ils ouvrent le journal, ils voient le salaire de Messi, de Ronaldo, des joueurs du PSG, des joueurs du Real Madrid, de Barcelone, des grands clubs comme ça. Mais ces clubs-là, ils payent leurs joueurs d'une façon que d'autres clubs ne peuvent pas se permettre. Moi, dans les clubs où j'ai joué, des joueurs qui touchent des millions, ça n'existait pas. Ça n'existait pas et on était très loin de ça. Très très loin de ça. Après, autant nous, on sait ce que touchent les grands joueurs. Dans des clubs un peu moins huppés, on connaît pas les salaires des joueurs. Et même les joueurs entre nous, on ne parle pas de ça. On n'en parle jamais. C'est ce qui m'a choqué quand je suis arrivé dans le monde professionnel, c'est qu'on parle jamais d'argent. On parle jamais d'argent. Et même quand tu signes ton contrat, le directeur sportif, il te dit toujours, bon ok, on s'est mis d'accord, tu toucheras ça, ça, ça. Évite de l'ébruiter dans le vestiaire pour pas que des joueurs qui touchent un peu moins viennent se plaindre de ci ou de ça. Mais ouais, c'est ce qui m'avait choqué. On parle absolument de tout, sauf d'argent. Jamais d'argent. Ça veut dire que tu passes ta vie avec, avec des mecs, mais tu sais pas combien ils touchent. Même en France, par exemple, les primes de match, c'est pareil pour tous les joueurs. Mais en Belgique, c'est pas comme ça. En Belgique, c'est chaque joueur qui négocie sa prime. Donc, il faut surtout pas en parler, parce que bien évidemment, ceux qui ont des plus grosses primes, en cas de défaite ou de contre-performance, il y aura toujours quelqu'un pour dire, lui, il touche plus que nous, mais il se bouge pas le cul, des choses comme ça. D'accord. Donc important, ouais. Ouais, ok. Deuxième chose, tu as parlé du côté éducatif, du côté scolaire. Tu nous as dit que ça a pu te ralentir à un moment donné. Tu nous as dit aussi que tu ne regrettes pas parce que du coup, tu as quand même les diplômes qui te permettent, après ta carrière, de faire quelque chose. Est-ce que tu aurais pas un conseil, mais des clés pour des jeunes justement qui voudraient percer? Parler un peu du scolaire justement. Le scolaire, c'est beaucoup plus important que ce que l'on pense. Parce que le problème, c'est que je pense que dans les années auparavant, on avait tendance à tout miser sur le sport et à délaisser totalement le côté, la partie scolaire. Et il y a un nombre très réduit de joueurs, même dans les centres de formation, qui deviennent professionnels. Je pense que c'est 1 sur 5 ou 1 sur 6. Ça veut dire qu'à l'époque, sur 6 joueurs, il y en a 5 qui avaient tout misé sur le football, qui avaient très peu de base scolaire et qui ne perçaient pas. Et ces gens-là, ils se sont retrouvés dans des difficultés pas possibles pour rebondir dans le monde du travail réel, entre guillemets. Et ouais, c'est sûr qu'aujourd'hui,
je pense que c'est un peu différent. On accentue un peu plus la partie scolaire de façon à ce que les joueurs qui ne percent pas, ils puissent basculer dans le monde professionnel de monsieur tout le monde sans que ça pose de problème et qu'ils puissent aussi pouvoir s'exprimer devant des caméras ou des choses comme ça de de façon normale quoi. Parce qu'on a des joueurs, quand on était petit, on voyait des joueurs parler à la télé, c'était juste pas possible. Et là aujourd'hui, des choses comme ça, on en voit beaucoup moins souvent. Ok. Selon toi, quels ont été les moyens qui t'ont permis de réussir? Il faut du talent déjà, je pense. Mhm. Il faut du talent et il faut la motivation. C'est les deux choses primordiales. Si tu n'as pas de talent, tu peux t'entraîner. Si tu n'as pas un minimum de talent, tu peux t'entraîner tous les jours, toutes les nuits, tu ne perceras jamais. Il faut le minimum de talent et après, oui, faut une motivation énorme. Parce que, comme je t'ai dit, rien que dans le monde professionnel, dans ceux qui sortent des centres de formation, c'est un joueur sur 5, un joueur sur 6 qui passe pro. Et moi, j'ai pas fait de centre de formation. Donc, des joueurs qui n'ont pas fait de centre de formation, qui deviennent pro, là, on est à 1 sur 100 ou 1 sur 200 peut-être. Donc, faut une motivation extrême. Justement, je reviens sur ce que tu viens de dire. On peut pas dire que tu as un parcours académique plutôt atypique, puisque tu n'as pas fait les centres de formation. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours, justement? Plus en détail, tout à l'heure tu nous en as parlé un petit peu, mais là, plus en détail. Bah, comme je t'ai dit, moi, pour mes parents, c'est l'école qui primait. Donc, par exemple, je pense que pour mon père, c'était impensable que j'aille en centre de formation ou des choses comme ça. C'était l'école. Je me rappelle quand j'étais petit, il nous disait, quand vous aurez le bac, vous ferez ce que vous voulez. Mais moi et mes frères, tant que vous n'avez pas le bac, vous continuez à aller à l'école comme tout le monde. Et donc il a fallu que j'aille à l'école jusqu'au bac. J'ai même continué un petit peu plus après. Et après, seulement, j'ai basculé dans le football et je me suis lancé à 100%. Mais c'est clair que quand tu fais centre de formation, c'est beaucoup plus simple parce que tu joues tous les jours. Tu joues tous les jours, on te forme à être un joueur, on te façonne pour que tu sois un joueur. Les mecs que tu vois jouer à la télé, c'est des mecs qu'on a façonnés depuis qu'ils ont 12, 13, 14 ans. Ils ont fait ça tous les jours, ils mangent ça tous les jours. Ils font que ça. Alors que moi pas du tout. Moi, j'ai suivi un cursus scolaire normal. J'ai pas fait de centre de formation, j'ai pas fait de sport-études. Ça veut dire que du foot à l'école, j'en faisais quasiment pas. On faisait de l'EPS, mais en EPS, tu fais rarement du foot. Tu fais du volley, du badminton, beaucoup de sports comme ça, mais rarement du foot. Le foot pour moi, c'était en club seulement 2, 3 fois par semaine. Alors qu'en centre de formation, c'est tous les jours. Très bien. Quelle clé, pas conseil, parce que conseil ça fait un peu donneur de leçons, mais quelle clé tu pourrais donner à des futurs athlètes, pas forcément que des footballeurs, hein, futurs athlètes qui voudraient devenir professionnels de leur milieu? Je pense qu'il faut, comme je t'ai dit, il faut le talent, il faut la motivation et il faut s'entourer de personnes qui s'y connaissent dans le milieu et écouter leurs conseils. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'essayais d'écouter un peu toutes les personnes qui avaient joué à un niveau au-dessus de là où je jouais, parce que je me disais qu'ils connaissent ces choses-là. Donc, écouter ces gens-là, je ne peux que apprendre. Et aujourd'hui, souvent on entend les jeunes, ça a changé, ils n'écoutent plus les anciens, ils pensent déjà tout savoir. Je comprends un peu les gens qui disent ça, parce que moi je viens d'une génération où on écoutait, dès que les anciens ils commençaient à parler, on s'asseyait, on les écoutait comme s'ils racontaient des histoires. Donc ouais, c'est bien de s'entourer de quelqu'un qui connaît déjà le milieu et de suivre ses conseils, pas à la lettre, mais de tendre l'oreille, ça peut toujours servir. Très bien. Est-ce que tu aurais une anecdote, une ou deux, hein, plusieurs, par rapport à ce que tu as vécu à travers le sport? Ouais, j'ai une petite anecdote. Comme je te dis, j'ai pas fait de centre de formation. Ça veut dire que mon CV sportif, il est beaucoup moins fourni que des gens qui ont fait un centre de formation.
Et pour mon premier club où j'ai signé en province à l'Équin, j'ai menti sur mon CV. J'ai écrit que j'avais joué à Villemomble en CFA2, CFA, alors que c'était faux. J'avais jamais joué en CFA, CFA2. J'avais joué uniquement en PH. Seulement en jeune, j'avais joué en DH. Ouais. Mais en senior, j'avais joué uniquement en équipe réserve. Et j'avais menti un peu. J'avais dit que j'avais joué en CFA2, que j'avais déjà une trentaine, une quarantaine de matchs en CFA, alors que j'y connaissais rien du tout. Et c'est grâce à ce CV-là que j'ai eu mon premier essai. D'accord. Ok. Euh, Selon toi, qu'est-ce que le sport t'a apporté personnellement? Personnellement, ça m'a apporté, je pense que j'ai gagné en humilité, en respect, parce que moi, comment dire, avant de faire du foot, j'ai travaillé dans d'autres domaines où tu gagnes beaucoup moins huppé, où personne ne te voit même. Et passant du côté foot, en étant un peu dans la lumière, j'ai vu un peu la différence de cadre de vie et ça m'a appris à donner beaucoup plus de respect à toutes ces personnes qui travaillent dans des tafs qui remplissent pas des stades, qu'on ne reconnaît pas forcément dans la rue. Ça m'a appris à respecter ces gens-là parce que je sais ce qu'ils font justement pour pouvoir venir voir des mecs comme moi après au stade. Un mot sur la banlieue? Ah, la banlieue, c'est là où j'ai grandi. Hein. On peut pas renier ça. Je viens de la banlieue. Et, je pense que sur le plan technique, la banlieue m'a beaucoup apporté. Parce qu'on voit beaucoup de joueurs, comme par exemple Ben Arfa, qui apporte beaucoup de folie dans son jeu, des choses comme ça. Et ces choses-là, on les apprend dans la rue. Ça, on t'apprend pas, on t'apprend nulle part à faire des talonnades, à faire des roulettes, à faire des sombreros. Ça, on te l'apprendra dans aucun centre de formation. Ça, tu l'apprends dans la rue, ça. Très bien. Ouais. Euh, un mot sur un projet futur que tu as ou que tu aurais? Ben, je suis toujours en attente de retrouver le monde professionnel, si possible. J'espère jouer encore 2, 3, peut-être 4 ans à un niveau correct. Donc, pour l'instant, je mets toutes les chances de mon côté et je fais le maximum pour pouvoir retourner dans le monde pro. Ça veut dire que je m'entraîne en musculation tous les matins. Je m'entraîne dans le club de ma ville. J'essaie de me maintenir en forme pour que si on m'appelle, je puisse y aller dès le lendemain en étant prêt, quoi. D'accord. Des démarches, comment elles se passent les démarches par rapport à ça justement? Tu peux, tu peux soit passer via des agents, soit traiter en direct. Moi, en ce moment, à l'époque où je jouais, c'était tout passait via mon agent. Mais maintenant que je joue pas en ce moment, soit ça passe par des agents avec qui j'ai discuté et qui veulent bien m'aider, soit je traite moi en direct avec les clubs directement. D'accord. Est-ce que tu as envie de nous dire quelque chose par rapport à tout ce que tu viens, tout ce que tu as vécu? Est-ce que tu as envie de nous parler de quelque chose en particulier ou Quelque chose en particulier. Euh, je suis content d'avoir joué à l'étranger. Et le football, ça te permet de voyager, d'aller dans d'autres pays, d'apprendre d'autres cultures, de voir comment on vit dans d'autres pays. Et c'est une expérience qui grandit non pas que sportivement, mais aussi humainement. Tu vois un peu ce qui se passe dans le monde. Moi, grâce au foot, j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait des essais à gauche, à droite, je suis allé en Asie, je suis allé dans plusieurs pays européens, je suis allé au Maghreb. Et tu t'imprègnes un peu de tout ce que tu vois et ça te façonne dans ta façon d'être, dans ton jeu, dans ton comportement. D'accord. Tout à l'heure en off, tu nous parlais un peu d'une blessure qui t'est arrivée. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ou c'est tabou? Non, c'est pas tabou, non, je peux en parler. C'était un match de championnat, le dernier match aller, je me rappelle, de l'année où on est monté. Et je suis monté au duel avec le gardien
Et il y a un défenseur qui est venu et qui a protégé son gardien. C'est un geste habituel. Mais seulement quand il l'a fait, il m'a fait, il m'a fait basculer un petit peu. Et je suis retombé, pas sur ma jambe d'appui, sur l'autre. Et je me suis fait une rupture du ligament croisé, déchirure du ligament interne et déchirure du ménisque externe. Et ouais, c'est pas des souvenirs plaisants, mais ça fait partie de moi aussi. C'est une expérience à vivre, les blessures. On sait que ça arrive. Ça m'est arrivé. J'y étais pas spécialement préparé, mais je savais que ça pouvait arriver. Donc, je ne veux pas dire que je l'ai bien pris, mais mon monde ne s'est pas écroulé ce jour-là. Je savais que ça pouvait arriver, donc je me suis dit, ça arrive à moi, c'est arrivé à d'autres. On va faire avec. D'accord. Ça a mis du temps à te remettre? Ça a mis beaucoup plus de temps que prévu. Parce que justement, quand ça m'est arrivé, je me suis dit, bon ok d'accord, t'es fait les croisés, ça arrive à plein de joueurs. 5 6 mois et tu vas revenir, comme ils disent, tu vas revenir plus fort qu'avant. Donc moi j'étais dans cet état d'esprit-là. Mais il y a eu plusieurs complications et au final j'ai pas joué pendant 2 ans. C'est-à-dire quand j'ai repris 6 mois après, je me suis refait une déchirure du ménisque, du même genou qui était déjà opéré. Ça veut dire que là tu en reprends pour 2 mois d'indisponibilité. Et ensuite on sait très bien qu'après ces 2 mois-là, pour que tu reviennes à ton niveau et pour que le coach te fasse confiance, tu peux rajouter facilement 2 mois encore. Mais le problème, c'est qu'après cette opération-là, quand je jouais, j'avais pas de douleur, mais mon genou, il gonflait anormalement au bout de 2 3 séances. Et à chaque fois, ça se répétait. Je me reposais une semaine, je revenais, ça regonflait, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on a essayé divers traitements, ça n'arrêtait pas de gonfler. Il y a même un médecin qui m'a dit, le docteur qui m'a dit que les examens sont bons, qu'il ne comprend pas, que peut-être qu'il faut faire une croix sur le foot, quoi. Et moi, dans ma tête, moi, c'était hors de question. Donc je suis rentré en France, j'ai vu un spécialiste, on a pratiqué des examens, il a vu d'où ça pouvait venir, et il m'a dit, ouais, on peut tenter une opération. Mais là, il m'a prévenu avant, il m'a dit, je te préviens avant, c'est 50-50. Ça veut dire, ça peut bien se passer et tu rejoueras, et ça peut ne pas fonctionner correctement, et là, dans ces cas-là, tu ne rejoueras plus. Et moi, à ce moment-là, j'avais quoi à perdre? Rien. Je lui ai dit, ok, on le fait, on a fait l'opération, et ça s'est bien passé, et j'ai pu rejouer derrière. Et je suis content de l'avoir fait. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de la notoriété? Comment t'as vécu ça, toi? On va dire jusqu'à ce que j'arrive en première division, c'était une notoriété légère. C'était quand tu croises des supporters dans la rue, ils veulent parler un peu avec toi, des photos, des choses comme ça. Ça restait gentil. Mais quand on arrive en première division, c'est là que j'ai compris l'ampleur que le foot pouvait avoir sur ma vie de tous les jours. Ça veut dire quand j'allais faire mes courses, dans le centre commercial, il y a des gens qui me montraient du doigt, qui m'arrêtaient, qui me disaient qu'ils étaient supporters, qui me demandaient des autographes. Tu marches dans la rue, des gens qui te klaxonnent, on te reconnaît quand tu vas manger au restaurant avec des amis, quand tu sors pour t'amuser. Tu te sens pas épié, mais tu sais que quand tu marches dans la rue, les gens te reconnaissent. Il faut que tu commences à faire attention à ce que tu fais. Parce que c'est dans ces moments-là que le moindre petit détail peut prendre des proportions énormes. Tu vois, par exemple, moi, je suis pas quelqu'un qui... Je fume pas, tu vois. Moi, je fume pas. Je bois rarement de l'alcool. C'est seulement, allez, 31, des choses comme ça, en famille, Noël. Mais on te voit fumer dans la rue ou on te voit abusant un peu trop d'alcool en discothèque. Et tout de suite, ça prend des proportions énormes. C'est un joueur pas sérieux. De il fume, on passe à il se drogue. Ça va, tu vois, ça va super vite. D'accord. Ouais. Mais c'est
C'est les deux côtés. Il y a le côté positif, il y a le côté négatif. Le côté négatif, c'est que tu peux plus te permettre de faire une erreur parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui t'a vu ou qui t'aura reconnu et tout se sait. Et sinon, tu as le côté positif où c'est quand même plaisant que les gens te reconnaissent dans la rue, signer des autographes, des photos, des choses comme ça. On aspire aussi à des choses comme ça. Moi, je connais pas de joueur professionnel qui se cache de sa notoriété. Tu aimes bien quand tu sors, qu'on te reconnaisse, que les gens viennent parler avec toi, qu'on te parle de ton dernier match, des suivants et ainsi de suite. Tu ne parles pas beaucoup de... T'as le droit, hein. Des filles, comment ça se passait? Ça se passe un petit peu comme tout le monde le pense. Ouais. Ouais. Ça veut dire que c'est clair que ça devient beaucoup plus facile. Au fur et à mesure que tu deviens quelqu'un dans ta carrière et dans le monde du football, c'est clair que ça attire les convoitises. Et pas forcément que des filles, ça peut être des gens aussi qui veulent être tes copains, qui veulent profiter entre guillemets de ton argent, de tes biens, de tes vacances, de choses comme ça. Mais oui, avec les filles aussi, il faut être attentif. Parce que du jour au lendemain, tu as l'impression de devenir Tom Cruise ou Denzel Washington. Quand tu marches, des sourires qui se font automatiquement, alors que les mêmes personnes, tu les aurais vues il y a un an, ils t'auraient même pas demandé l'heure. Ok. Tout à l'heure, tu nous as parlé de... T'es arrivé comme assez tard dans le milieu professionnel du foot, donc tu avais 23 ans, c'est ça? Du coup, par rapport à ça, il y a des pièges quand même à éviter, peut-être. Là, tu me parlais des gens qui essaient de profiter un peu de ta notoriété, concrètement, de tout ce qui va à côté. Comment tu as su gérer ça, toi? Bah, comme tout le monde, je me suis fait avoir un coup et après, j'ai commencé à faire attention à ce que je faisais. Parce qu'en fait, après ma première saison en CFA avec j'ai un agent qui est venu me voir et qui m'a emmené dans un club de D2 à Bruxelles. Et je fais l'essai, tout se passe bien, je fais des bonnes prestations, je pars en stage avec eux, je fais des matchs, je marque, ça se passe bien. Mais au final, ils me signent pas. Et ça arrive assez souvent dans les tests. On va dire que 7-8 fois sur 10, tu signes pas. Même si tu casses la baraque, on ne signe pas pour diverses raisons. Et ensuite, j'ai basculé sur un deuxième club en Hollande, où là, il y a des fois où tu vas en test, et dès que tu touches le ballon, ça va dans la lucarne. Tout ce que tu veux faire, tout réussit. Et ça s'est passé exactement comme ça. Et ils m'ont proposé un contrat. Et l'agent qui m'avait emmené, il m'a dit c'est un bon contrat, mais il y a un autre coach qui t'a vu, et ce que eux ils te donnent en brut, lui il va te donner en net. Moi j'ai réagi comment? En simple logique. Tu passes du simple au double. Je dis ok, pas de souci. Et arrivé dans le club qui m'avait dit qu'il me payerait 2 fois ce qu'on m'avait proposé, je me suis rendu compte que c'était pas du tout comme ça en fait. Je suis arrivé, j'ai été mis à l'écart par le coach, par les joueurs, et ça s'est très mal passé, et au final je me suis retrouvé sans rien. D'accord. Ouais, et c'est de cette expérience-là que j'ai appris à faire attention à ce qui sort de la bouche des agents. Parce que, comme je te dis, c'est souvent monts et merveilles. Tu vas signer là, tu vas toucher tant d'argent, ils vont te donner une maison avec une piscine, ils vont te donner une Porsche, et du baratin comme ça. Et au final, tu vois rien du tout à la fin. Et depuis cet épisode-là, j'ai appris à me méfier des agents et des personnes avec qui je travaille. Justement, par rapport à ça, comment tu travailles, toi? Est-ce que t'as été formé? Est-ce que tu t'es formé par rapport à ça? Comment tu choisis ton agent? Comment tu choisis les personnes qui vont t'entourer au final, qui vont t'aider à être le meilleur? Je suis resté avec un agent pendant presque 3 ans. C'est le seul agent avec qui j'ai été sous contrat. En fait, cet agent-là, il travaillait déjà avec un joueur que je connais, qui m'en avait dit le plus grand bien. Donc déjà, j'avais déjà un premier son de cloche. Et ensuite, on a eu 2-3 rendez-vous avec l'agent où j'ai pu échanger, approfondir en discussion.
Et au feeling, ça s'est très bien passé. Et j'ai signé avec cet agent-là et j'ai jamais eu de soucis. Très bien. Ouais, donc premièrement déjà avoir une connaissance en commun qui peut se porter garant de l'agent. Et après, c'est toujours toi et ton feeling. Tu sens les choses. D'accord. Mais c'est bien d'avoir quelqu'un d'abord qui puisse se porter garant de l'agent. D'accord. Ton rapport à l'argent, comment il a été? Est-ce que c'était ta motivation ou le foot a ton primé par rapport à ça, enfin la passion du sport primait? Pour moi, le projet sportif, il a toujours été primordial et en avant de l'aspect financier. Parce que moi, une fois que j'ai commencé à rentrer dans le monde professionnel, moi, mon objectif à moi, c'était pas de m'en mettre plein les poches. Mon objectif à moi, c'était d'aller jouer le plus haut possible. C'était vraiment ça. C'était vraiment d'aller jouer le plus haut possible. Après, ça m'est arrivé 2 fois de privilégier un projet sportif à un projet financier. C'est-à-dire des clubs avec qui je savais que je pouvais jouer la montée, que je pouvais jouer les premiers rôles, plutôt que des clubs qui payaient plus, mais qui n'avaient pas spécialement de projet sportif, où on était 2-3 bons joueurs et puis le reste des joueurs vraiment moyens. Et tu sais dès le début de saison que tu ne joueras pas les premiers rôles. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment jouer les premiers rôles et aller jouer en D1. Moi, c'était ce que je voulais. Moi. Je voulais aller jouer en D1. Il y a des joueurs, quand tu parles avec eux, ils veulent gagner le Ballon d'Or, ils veulent gagner la Champions League, gagner la Coupe du Monde. Moi, comme je suis parti de beaucoup plus loin que ces gens-là, j'avais visé un peu moins haut. Moi, tout ce que je voulais, c'était jouer en première division. D'accord. Tu peux nous dire comment tu t'appelles? Oui, je peux. Sébastien Didier. Ok. Sébastien Didier, un mot sur l'association ASAP. Un mot, un seul mot. Un mot ou 2 mots. Valeur. Respect. Très bien. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça, tout ce qu'on vient de dire? Non, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Je pense que tout ce qui devait être dit a été dit. Ouais. Ouais. Très bien. Juste, pour moi, est-ce que tu peux me raconter, tout à l'heure en off, tu m'as raconté l'anecdote de la télé-réalité. Tu peux nous en dire un peu plus? Ça sera peut-être pas forcément sur la caméra, mais au moins que... Ouais, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai toujours privilégié les projets sportifs. Donc, quand j'ai signé à Beveren, le projet c'était clair, c'était de monter en première division. Et quand on m'avait présenté l'effectif, j'avais tout de suite vu que, parce que je connaissais un peu les joueurs du championnat, j'avais tout de suite vu que c'était vraiment une grosse équipe et qu'avec si j'ai joué dans ce club-là, on allait jouer le top 3 toute la saison. Et ce qui s'est passé, la deuxième division, ils ont eu une augmentation des droits télé. Et pour promouvoir la D2, ils ont créé une télé-réalité qui s'appelait En route vers la D1. Et justement, ils devaient filmer le passage du monde semi-pro au monde vraiment professionnel. Donc, ils suivaient 3 clubs, le premier, le deuxième et le troisième au classement, parce qu'on était un petit groupe d'équipes détachées. Et ils nous suivaient toutes les 3, mais au final, le projet, ça allait seulement être sur l'équipe qui montrait. D'accord. Donc c'est nous qui avons été gardés à la fin. Et du mois de décembre jusqu'à la fin de saison, ils nous ont suivis tous les jours, les entraînements, pour moi la rééduque, la vie en dehors du foot, c'est-à-dire qu'ils venaient chez nous voir comment notre hygiène de vie, comment on dort, comment on se comporte avec nos familles, nos amis, notre vie de tous les jours, quoi. Et ouais, ça a été une bonne expérience à vivre. Il y avait un épisode toutes les semaines, ça passait à la télé. C'était sympa, D'accord. D'où la notoriété. Ça a ajouté un peu de notoriété, oui, à ce qu'on était déjà.
Parce qu'en plus de nous voir pendant les matchs, les gens nous connaissaient plus intimement, ils nous voyaient pas en maillot de foot mais en civil. D'accord. Et, ça nous permettait de donner une autre image de nous, parce que quand tu es sur le terrain, tu parles avec un ballon, tu parles avec tes jambes. Alors que là, tu peux t'exprimer, tu peux donner ton ressenti sur ta vie de tous les jours, sur le terrain, en dehors du terrain, toutes ces choses-là. Parce que nous, concrètement, quand on voit un match à la télé, il s'exprime avec le ballon, mais en dehors de la vie, on ne sait pas ce que les gars aiment, on ne sait pas ce que les gars font, on ne sait pas quelle est leur vie de famille. Par exemple, quand tu regardes jouer l'équipe de France, tu sais comment joue Griezmann, tu sais comment joue Pogba, mais en dehors, dans leur vie de tous les jours, tu sais pas du tout ce que font ces mecs-là. Tu sais pas quelles sont leurs fréquentations, leurs hobbies, ce qu'ils aiment manger, ces choses-là. Et nous, la télé-réalité, c'était une façon de montrer aux gens notre vie en dehors du football et dans le football. Très bien. Juste, je vais terminer une dernière question pour ma part. Niveau de l'hygiène de vie, tu nous as parlé d'hygiène de vie. C'est quoi une bonne hygiène de vie pour toi? Une bonne hygiène de vie, c'est déjà boire beaucoup d'eau. À chaque fois, on pense que c'est comment dire, que c'est des histoires, qu'on n'a pas besoin de boire beaucoup d'eau comme on dit. Il faut boire beaucoup d'eau, c'est du baratin. C'est pas du baratin. Crois-moi que par exemple, quand tu bois chaque jour ta bouteille de 2 litres, dans les matchs, dans les efforts, ça se ressent. Au fin de match, les mecs qui ont des crampes, c'est des mecs qui sont mal hydratés. T'as déjà vu Messi faire des étirements en fin du match? T'as déjà vu Ronaldo faire des étirements en fin du match? Jamais. Parce que ces mecs-là, ils mangent ce qu'il faut, ils boivent ce qu'il faut, ils s'étirent tout le temps, ils s'entraînent comme il faut. Les mecs que tu vois s'étirer, c'est pas des... Je dis pas qu'ils n'ont pas une bonne hygiène de vie, mais je dis qu'elle pourrait être mieux. Et, une bonne hygiène de vie pour moi, ouais, c'est déjà boire beaucoup, éviter tout ce qui est fast-food. Ça m'arrive d'y aller, mais je mange pas 4 McDo par semaine. Ça m'arrive d'y aller une fois par semaine, une petite pizza par-ci par-là. Je pense que 2 jours avant les matchs, il faut vraiment faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on boit. C'est bien manger beaucoup de féculents, de la viande bien cuite, des choses comme ça, ça fait partie de la préparation. Moi, 2 jours avant le match, je fais attention à ce que je mange, à ce que je bois. Et ça va, ça se passe bien. Ça se passe bien. J'ai jamais eu de blessure musculaire. J'ai eu l'épisode de mon genou, mais sinon, tout ce qui est déchirure, claquage, des choses comme ça m'est pas arrivé parce que pour l'instant, je touche du bois, je m'occupe bien de moi. Très bien. Un dernier mot pour finir? Ou une dernière phrase pour conclure? Une dernière phrase. Tu te souviens qu'on a joué ensemble ou pas? Je me souviens, ouais. Tu te souviens? Est-ce que tu te rappelles une fois, tu as pris un but, le mec il t'a lobé sur ta ligne d'une 40aine de mètres? Ah, t'es un gamin. Tu te rappelles ou pas? Non. Il y a des choses qu'on oublie. Est-ce que tu te rappelles aussi le truc qu'on faisait quand on perdait un match avec un score plus élevé que 2 buts, quand on rentrait à Neuilly, on ne disait rien? Tu t'en souviens de ça aussi? Je me rappelle de ça. En fait, on faisait en sorte d'esquiver tout le monde pour pas qu'ils puissent nous demander, ou sinon on mentait carrément sur le score. On mentait. Par exemple, si on en prenait 4, on disait on a perdu 2-1. D'accord. Ah ouais, je me rappelle. Parce que justement, c'est pas négatif ça. Parce que ça montre qu'à un moment donné, on était des compétiteurs et qu'on n'aimait pas perdre. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, ça les gêne pas, ils disent avec le sourire, oh, on a perdu 5-1. Moi, je me rappelle, nous, quand on perdait 3 ou 4, mais on était fâchés. On était fâchés toute la semaine. La preuve, on ne disait pas aux gens, on avait honte. C'est ça. On avait honte de nous-mêmes. On disait, oui, on a perdu 1-0, 2-1, parce que pour nous, perdre 3 ou 4, c'était impensable. Je vais renchaîner là-dessus par rapport au foot du 93, qui est un environnement particulier. Est-ce que tu penses que ça t'a servi plus tard? Est-ce que tu penses que ça a été bénéfique? Oui, je pense que ça a été bénéfique. Déjà, il faut savoir que l'Île-de-France, c'est la région qui fournit le plus de footballeurs au monde. Au monde, l'Île-de-France. Après, venir du 93, ça implique des choses. Ça implique
d'être des joueurs de caractère. On n'aime pas perdre, bons compétiteurs. Je pense que c'est un des départements en France où on joue le plus dans la rue. Donc techniquement en général, c'est plutôt solide et agréable à voir. Et ouais, c'est clair que si j'étais dans un autre département, je ne serais pas le joueur que je suis aujourd'hui. Parce que je n'aurais pas appris de la même manière, pas avec les mêmes personnes. Moi, j'ai grandi à Neuilly-sur-Marne. Et à Neuilly-sur-Marne, quand on sort de chez nous, le premier sport, c'est le foot. Il y a que là où on habite, il y a que du béton. Il y a que du béton au sol. Donc on peut pas jouer au rugby, on peut pas jouer à des sports qui nécessitent qu'on se jette au sol. C'est le foot. Il n'y a pas de terrain de tennis à côté, il n'y a pas de terrain de volleyball, il n'y a pas de table de ping-pong. Tu joues au foot ou tu joues. Il y a les terrains de basket quand même. Il y a plus ou moins les terrains de basket. Mais bon, le sport phare, c'est le foot. Si tu joues au basket, tu joues tout seul. Si tu joues au foot, tu sais que tu peux jouer avec tout le quartier. Et ouais, mon premier centre de formation, entre guillemets, c'est le quartier. Très bien. Merci. On est bon? Oui. Très bien. Merci Seb. Il n'y a pas de souci. Quand il y a marqué rec, ça filme, on est d'accord. Hein. Oui. Ouais, je vais pas faire le fou. Je vois un bouton rouge là, je pense que ça tourne. Ouais, c'est bon, ça tourne action. Normalement, j'ai 20 heures de. Il faut que j'enregistre le son aussi.